Bonjour Frédéric. Bonjour. Je suis très heureux, Frédéric, de te compter parmi nos intervenants de choix à New World Encounters. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours? Comment devient-on Frédéric Filloux? C'est vrai que mon expérience est marquée par une grande diversité. C'est-à-dire que moi, j'ai essentiellement une carrière de journaliste, celle que je revendique avec le plus de fierté, le plus de conviction, on va dire, où j'ai effectivement passé 12 années à Libération. J'ai découvert là-bas le numérique, j'ai découvert là-bas les États-Unis, parce que j'ai passé 5 ans comme correspondant à New York, au début de tout ce qu'on appelait la vague du multimédia et les tout débuts d'Internet. Et puis après, j'ai même été patron de la rédaction. Et puis, j'ai créé des diverses entités à droite à gauche. J'ai notamment créé le journal 20 minutes, qui a été un énorme succès et qui continue de l'être. Ça reste quand même le journal le plus lu en France aujourd'hui. Et plus récemment, j'ai donc été aux Échos pendant 4 ans, où j'ai été directeur général en charge du numérique. Après, je suis parti 2 années durant à l'université de Stanford sur un fellowship de journalisme où j'ai créé ma société qui s'appelle Deep News AI, qui fait de l'intelligence artificielle appliquée aux médias. Et puis voilà. Puis là, j'ai d'autres activités. J'enseigne le journalisme à Sciences Po. J'enseigne ce qu'on appelle les media studies à des étudiants étrangers au collège de Sciences Po. Je suis membre du board de Reporters sans frontières. Et donc voilà, j'ai des journées bien remplies. Je suis plutôt à travailler quasiment 7 jours sur 7 qu'être sur la semaine de 4 jours. Très bien, merci Frédéric pour cette présentation. Concrètement aujourd'hui, où en sommes-nous de la relation entre les GAFAM et les médias? Bah, c'est une relation de suspicion mutuelle qui est quand même en nette amélioration. C'est-à-dire qu'il y a eu une très forte pression qui a été appliquée par les médias avec leurs gouvernements respectifs pour que les GAFA se plient à un certain nombre de choses. Les GAFA ont fini par accepter des modes de financement divers et variés. Ils consentent maintenant des sommes quand même assez importantes à l'aide des médias. Ils le font avec une sincérité différente. D'ailleurs, j'aime pas trop moi le terme GAFA parce que je trouve qu'il recouvre des spécificités tellement différentes. On a quand même affaire, quand on parle des GAFAM, à des entreprises qui ont des tailles différentes, des business models différents, des structures différentes, des histoires complètement différentes, des philosophies parfois complètement opposées. Il y a des boîtes comme moi, je fais un gros différentiel, par exemple, entre Google et Facebook. Je connais mieux Google que je ne connais Facebook. Google est quand même peuplé de gens qui sont authentiquement passionnés par l'information. Ils sont naturellement très orientés par la croissance de leur entreprise, par la défense de leur part de marché. C'est également, ce que peu de gens savent, une entreprise incroyablement paranoïaque sur le fait que Google est conscient de sa fragilité. C'est-à-dire quand on discute avec des hauts cadres de Google, ils sont absolument certains qu'ils sont mortels, que leur business model est mortel et à la merci, comme me l'a dit un jour l'un d'entre eux, d'un petit groupe de gars de développeurs qui inventent quelque chose d'énorme pour plus tard depuis leur garage. Ça, c'est un truc qui leur fait très, très peur. Facebook, c'est une boîte différente, c'est une boîte à mes yeux beaucoup plus cynique. Je pense que Facebook est un agent de destruction de la démocratie absolument gigantesque. Et donc, moi, je fais une grosse différence entre les autres. Et puis, quant à Amazon, l'Amazon, c'est une boîte qui est essentiellement caractérisée par une très grande intelligence de business, mais également une très, très grande brutalité dans ses pratiques internes et ses pratiques commerciales. Donc finalement, les médias ont plus à craindre encore de Facebook que de Google? Bah, les médias ont à craindre ce vers quoi ils vont aller naturellement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une énorme erreur collective qui a été faite par les médias de mettre une grande partie de leur contenu sur ces plateformes et notamment sur Facebook. Alors, je leur pardonne complètement parce que moi, j'étais pas chaud au départ pour ce genre de choses, mais je pense que c'est une erreur qui a été commise de bonne foi. Et donc, il fallait bien tenter quelque chose pour mettre un terme enfin, ralentir en tout cas la désaffection pour les médias, etc. Donc, ils voyaient des nouveaux systèmes de distribution qui semblaient intéressants, mais je pense qu'au final, c'est extrêmement négatif d'aller vers une plateforme comme Facebook. Facebook est une plateforme qui est extraordinaire par sa capacité à cibler les gens, à être extrêmement granulaire. Elle est par exemple
insurpassable pour tester des produits, pour tester des modèles de prix, de format, de machin, de trucs. Mais je pense que c'est le dernier des endroits à aller pour distribuer ces contenus. Parce que finalement, on recrée une intermédiation avec le lecteur dont on a eu un mal fou à se départir. Donc, je pense que Facebook est au final assez négatif par l'écosystème, hormis peut-être par les revenus futurs qu'ils vont injecter dans l'écosystème. Et ça, c'est autre chose. Donc, Google et Facebook ont tué le modèle économique des médias. Je ne pense pas qu'ils l'ont tué. En tout cas, ils ne l'ont pas tué de façon intentionnelle. Il n'y a pas eu de grand schéma en disant qu'on allait capturer la valeur qui avait été générée, qui avait été créée depuis la nuit des temps par les médias. Il y a eu une suroptimisation de ces plateformes qui étaient complètement débarrassées des scories du passé, qui étaient centrées sur la technologie, qui étaient centrées sur l'approche quantitative du business, qui était centrée sur une capacité d'extrême granularité à aller cibler, mesurer, etc., qui a pris totalement la presse à revers. La presse a toujours évolué dans un système extrêmement complaisant, d'abord vis-à-vis d'elle-même, où elle était persuadée d'être un agent à la fois d'élite et totalement indispensable au système économique, avec donc des prix publicitaires, par exemple, qui étaient très élevés, qui sont restés très élevés, c'est-à-dire jusqu'à très récemment, le prix des publicités sur le média papier, par exemple, continuait d'augmenter, alors qu'on voyait cette espèce de grosse vague déflationniste arriver avec les plateformes numériques. Ce qui s'est passé, en gros, c'est ce businessman américain qui s'appelle John Wanamaker qui a dit un jour, quand j'investis dans la presse, je sais qu'il y a la moitié de mon investissement qui fonctionne, mais je ne sais pas quelle moitié. C'est resté vrai pendant très, 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 très longtemps jusqu'à récemment. Et c'est effectivement ce principe-là que les plateformes ont totalement bouleversé en introduisant des publicités beaucoup moins chères et beaucoup plus mesurables. Tout d'un coup, on s'est retrouvé avec une audience qu'on pouvait aller chercher quasiment à l'unité près, c'est-à-dire avec des tout petits groupes où on va cibler sa publicité, et ensuite on peut en mesurer les résultats. Et donc la presse a été totalement prise à revers par ça. L'autre élément, à mon avis, est quand même un sous-investissement chronique de la presse dans la technologie. C'est-à-dire que la presse a refusé de voir qu'il y avait cette vague technologique dans laquelle il était urgent d'investir. Moralité, elle a laissé passer des flopées de train, elle s'est laissée déposséder de certains business. Je vais juste prendre un exemple, qui est l'exemple à mes yeux le plus parlant, c'est l'histoire des petites annonces. Les petites annonces, ça représentait à un moment 30% du chiffre d'affaires de la plupart des journaux en Europe, aux États-Unis, etc. Les petites annonces, c'était le système idéal pour être converti au numérique, avec des moteurs de recherche, avec du ciblage, etc. etc. On peut quand même s'interroger de savoir pourquoi les petites annonces ont été laissées à Craigslist, pourquoi elles ont été laissées à d'autres boîtes. Il y en a une qui a saisi le truc, qui est le contre-exemple parfait et le bon exemple parfait, c'est Schibsted, qui est une boîte que je connais bien puisque j'ai quand même travaillé 2 années pour eux lorsque j'ai quitté 20 minutes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Schibsted a vu en 1995 le fait que les petites annonces risquaient d'être laminées par le système numérique et ont décidé de créer une galaxie de sites de petites annonces gratuites, le plus connu étant en France avec Le Bon Coin. Et pour la petite histoire, elle est quand même assez marrante à raconter. Le Bon Coin a été créé en 2005. Il a été développé lorsque j'étais à 20 minutes, dans le bureau d'à côté, littéralement. Et en 2010, le groupe Ouest France, qui possédait la moitié de 20 minutes, a cru bon de revendre son investissement à Schibsted pour 140 millions d'euros. À l'époque, Ouest France est extrêmement malin. Il laissait entendre qu'ils avaient un petit peu entubé les Norvégiens là-dessus. En fait, 2 ans plus tard, la partie simplement Le Bon Coin de la transaction valait 400 millions d'euros et aujourd'hui, elle en vaut 3 milliards. Et elle contribue à environ 40% de la valorisation globale du groupe Schibsted, qui est un des grands acteurs mondiaux des petites annonces. Bon, elle était si Ouest France avait gardé cet investissement, ce serait de loin un des médias les plus riches de France. C'est juste pour t'illustrer les occasions manquées qui ont marqué toute cette période. Il y a un autre exemple qu'on peut citer, qui est un exemple tout à fait récent, qui est celui des newsletters. Les newsletters, à mes yeux, c'était un produit naturel pour les médias, qui avait la capacité
éditoriale, journalistique, de produire des contenus tout à fait différenciants, des produits de qualité, c'est ce qui marque les médias d'aujourd'hui. Et on a vu ce business partir à l'extérieur avec des plateformes comme Substack, laquelle a levé pas plus tard que la semaine dernière, un investissement de 65 millions qui propulse sa valorisation à 650 millions. 650 millions de dollars, juste pour donner une idée, il y a 3-4 ans, le Los Angeles Times avait été racheté pour 500 millions. Donc, ça te donne une idée aujourd'hui de la valorisation extrême, probablement totalement extrême, c'est-à-dire quelque part absurde, parce que Substack, la plateforme de newsletter Substack, ne vaut pas 650 millions, en tout cas à mon humble avis. Mais en tout cas, ça donne une idée de l'ampleur des occasions manquées de la presse qui a laissé passer des trains entiers. Les médias sont-ils en train de prendre conscience de ce déficit d'investissement en nouvelles technologies ou pas, finalement? À mes yeux, pas assez encore. Les médias sont encore trop focalisés sur un modèle qui est ce que j'appellerais le modèle de la réparation causée par le fait colonial, tu vois, c'est-à-dire en gros leur business habituel a été un peu décimé quand même par les plateformes qui, encore une fois, se sont montrées beaucoup plus efficaces. Et maintenant, ils veulent une espèce de surcompensation qui n'a d'autre vocation que de remplacer une espèce de système de subvention auquel les médias, notamment en Europe, sont extrêmement attachés. Qu'est-ce que les startups de la Silicon Valley ont que les médias n'ont pas? Elles ont une agilité, elles ont une capacité à voir loin, elles ont une capacité à développer des structures extrêmement légères, elles ont une capacité à parier sur la technologie, elles ont une capacité à reconnaître très vite leurs erreurs et faire ce qu'on appelle, ce qui est un terme un peu idiot, mais un pivot pour aller ailleurs corriger ces erreurs. Elles ont une capacité de décision extrêmement rapide. Elles savent très bien mesurer, quantifier leurs échecs, c'est-à-dire que leurs échecs et leurs succès, notamment quand il s'agit d'un échec, et elles savent prendre toutes les mesures correctives qui s'imposent. C'est-à-dire que le système de décision des médias est encore beaucoup trop ossifié, il est beaucoup trop lent, il est beaucoup trop peu réactif. À mon grand regret, à ma grande stupéfaction, comme c'est quand même un diagnostic que je fais au travers de ma Monday Note depuis longtemps, j'étais absolument certain qu'on verrait dans les années récentes des changements managériaux qui fait qu'on intégrerait ces questions-là. Et à mon grand regret, les managements dans les médias restent un petit peu les mêmes. C'est-à-dire que ce sont des gens incontestablement compétents, mais qui construisent encore leur business sur une compétence un petit peu antédiluvienne. Donc, la fin est proche. Quelle est ta vision, alors justement, pour l'avenir des médias dans les 5 à 10 ans? Quel est l'enjeu? L'enjeu, dans les 5 à 10 ans, je pense qu'on va voir effectivement plusieurs tendances se confirmer ou s'installer, qui ne sont pas formidablement positives pour l'avenir de l'information. En premier lieu, j'ai tendance à penser que les grandes plateformes, les GAFAM pour simplifier, vont continuer de développer leur emprise sur le marché publicitaire, que dans ce contexte-là, le Covid a été un grand accélérateur, parce en raison de la facilité de faire des pubs sur Facebook, Google, etc., les annonceurs qui sont très inquiets, à juste titre, de leur business, tendent à vouloir se focaliser sur un investissement plus maîtrisable, plus mesurable, plus facile à mettre en œuvre. Les chiffres le confirment. Il suffit de regarder les bilans de l'année 2020 pour voir que les GAFAM ont incroyablement bien performé, qu'une boîte comme Amazon devient aussi un acteur gigantesque de la publicité, ce qui pose un autre problème, ce qui pose, à mon avis, un problème antitrust de conflit d'intérêts absolument monstrueux. Personnellement, je ne pense pas qu'Amazon devrait être autorisé à aller sur le marché publicitaire. Ça ne devrait tout simplement pas être permis. J'aime pas dire ce genre de choses, mais c'est ce que je crois. Mais donc, on va avoir cette confirmation de l'hégémonie économique des GAFAM. Je pense que, pour prendre un autre angle, la presse locale, malheureusement, va continuer de souffrir, voire même de disparaître dans beaucoup de cas. C'est-à-dire que dans des marchés non protégés, comme par exemple le marché nord-américain, on va voir se développer ce qu'on appelle des news deserts de plus en plus fréquemment, c'est-à-dire des endroits où il n'y aura plus de journaux,
Quand je dis il n'y aura plus de journaux, j'entends par journaux, journal plus site web, plus application, plus tout ce qu'on veut. Mais il n'y aura plus de médias au sens avec des journalistes professionnels, etc. Donc ça va être quand même un énorme, un énorme problème. Je me demande quand même s'il n'y a pas une tendance qui se dessine, dont personnellement je sens voir les signaux faibles. C'est quand même quelque chose qui me frappe un petit peu. C'est effectivement un système de transfert de sources de revenus dont les acteurs vont, encore une fois, et on va discuter peut-être dans un moment des bénéfices et des inconvénients que ça suppose, les GAFAM. Je m'explique. Je regardais par exemple ce matin le fait que Apple, ça ne concerne pas le journalisme, ça concerne quand même l'industrie du divertissement, on va dire, Apple va financer des producteurs de musique. On sait que dans les 19 milliards de dollars que va dépenser Netflix, une grande partie va être consacrée à de l'entertainment, c'est des Netflix Originals qui vont être de la fiction, mais également à une grande partie sur les documentaires, donc sur le journalisme, donc sur des trucs qui sont quand même liés à l'actualité. Donc, Facebook est sous une énorme pression pour trouver les moyens de financer la presse, etc. On a vu ce qui s'est passé en Australie, on a vu ce qui s'est passé en France, où les éditeurs français ont quand même remporté pas mal de choses. Je pense qu'on va avoir un système de transfert de revenus d'un écosystème qui sont ces grandes plateformes numériques qui est quelque part immensément riche vers une industrie qui est fortement déclinante, qui a toujours du mal à se transformer, mais qui reste quand même essentielle pour la démocratie. Parce que derrière ça se profile la question que je trouve terrible. J'y suis d'autant plus sensible que j'enseigne ça à des jeunes gens à Sciences Po. C'est la notion de informed citizen, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de mal à être dans un système où la grande majorité de la population jeune sera, je dirais, suffisamment informée. Qu'est-ce que être suffisamment informé? C'est être en mesure de faire des choix au moment où on va les voter, que ce soit pour un scrutin local ou que ce soit pour un scrutin national. Je vais voter en faveur d'un candidat de gauche ou de droite basé sur ce que j'ai pu recueillir sur cette personne. Donc, il y a deux phénomènes qui se conjuguent. Le premier, c'est l'incroyable fragmentation qu'il va y avoir dans l'opinion. Comme les gens vont s'informer essentiellement sur les réseaux sociaux, c'est déjà quasiment la moitié du cas aux États-Unis, que par ailleurs, les médias traditionnels qui avaient tendance à offrir une vue relativement beaucoup plus ouverte, plus panoramique, plus contradictoire, plus analytique, plus empreinte de questionnement sur la politique, la société, tout ce qu'on veut. La part de voix, si on veut, de tous ces médias traditionnels qui faisaient ce travail essentiel est en train de se réduire. Et on peut parier que le système qui va émerger va être, à mon avis, terrible, où on va avoir une grande masse de la population qui va être extrêmement mal informée. Je ne parle pas seulement des fake news pure et dure, mais va être victime quand même d'une mauvaise information. Et que la bonne information, celle qui a les attributs que j'évoquais à l'instant, sera l'apanage de gens qui vont être un peu plus âgés, riches, éduqués et qui comprendront la valeur de l'information. Et donc ça va être à mon avis un énorme problème. La petite lueur que j'entrevois dans tout ça, c'est une espèce de fragmentation positive de l'information. C'est par exemple le fait qu'on voit aujourd'hui, j'y reviens, se développer un écosystème de newsletters qui donne à des professionnels de l'information les moyens de vivre correctement de leur travail et de fournir une information de qualité. Il y avait un papier ce matin dans le Financial Times sur le fait que Glenn Greenwald, le journaliste qui a sorti l'affaire Snowden, etc., qui a démissionné de The Intercept, gagne des sommes astronomiques avec sa newsletter. Il a beaucoup d'abonnés qui payent 5 balles par mois, etc. etc. Il n'est pas le seul. Il y en a quand même un nombre significatif, et d'ailleurs, de plus en plus de journalistes sont tentés par ça. Donc, ça va être une tendance également de fond. La question derrière ça, pour en revenir au sujet de notre conférence, c'est l'impact des GAFAM. C'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est bon ou pas bon pour l'écosystème de l'information d'avoir une dépendance croissante à des flux financiers qui
d'une façon ou d'une autre, rétribution de ceci ou cela, aide aux abonnements, machin, etc., viendra des GAFAM. Personnellement, j'ai tendance à penser que c'est une mauvaise chose, pour deux raisons. La première, c'est que ça participe de la perpétuation d'un système de subvention. Or, moi, je suis français, je sais ce que le mot subvention veut dire, et on sait que la subvention est quelque chose qui a tendance à décourager l'innovation. Ça décourage l'innovation, ça décourage la créativité et ça encourage le statu quo, voire dans certains cas la médiocrité, comme par exemple pour le cinéma en France, où on a un cinéma français qui est goinfré de subventions et qui est pour une grande partie, pas pour tout, mais pour une grande partie extrêmement médiocre en termes de créativité. Donc ça, c'est une mauvaise chose d'avoir un système qui va délégitimiser le fait d'avoir des entreprises qui font un petit peu d'argent et qui s'autofinancent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même un vrai problème éditorial. Je pense que dépendre à ce point, si la tendance actuelle se poursuit, d'entreprises qui sont aussi importantes dans l'actualité, dans le fait économique, etc., me semble extrêmement inquiétant. Donc, quand on va avoir un système où, là aussi c'était dans l'actu cette semaine, on va avoir un Google et Facebook, un team Google et Facebook, qui vont par exemple construire un nouveau câble sous-marin qui va lier les États-Unis et l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire qui contrôlent l'infrastructure, ils vont contrôler le marché publicitaire et ils vont contrôler une grande partie de la distribution des journaux et on leur rajoute une couche supplémentaire en contrôlant une partie des subventions qui font vivre ces médias. Moi, je pense que c'est potentiellement dangereux. Je suis beaucoup moins hystérique que la plupart de mes amis français sur les GAFA et toutes ces conneries sur la souveraineté numérique, mais qui est un sujet complètement mal orienté en France. Mais je pense que ces plateformes, l'hégémonie qu'elles représentent, nécessiteraient d'être contrebalancées par des médias qui ont leur indépendance et notamment leur indépendance économique. Voilà. Pardon pour la longueur de cette réponse. Non, non, passionnant. Frédéric, eh bien justement, maintenant, parlons de la qualité des contenus. Quels sont les enjeux pour les médias en termes de quête de qualité? Les enjeux sur la qualité n'ont pas changé, c'est-à-dire qu'est-ce que doit faire un média? Quelle est la mission première d'un média qui se veut de qualité? Dieu merci, on en a beaucoup en France, on en a en Europe et il y en a aux États-Unis et ailleurs. C'est de produire des contenus uniques et différenciants. C'est ça la mission principale d'un média. La mission principale d'un média, c'est quand on le regarde le matin sur son smartphone, encore pour certaines personnes sur un journal en papier ou sur un site web, l'idée, c'est de trouver quelque chose qu'on ne trouvera pas ailleurs. C'est cela qui va déclencher l'acte d'achat, c'est cela qui va déclencher la souscription à un abonnement. C'est une légitimation de la qualité. Donc, comment préserver cette qualité? Le Washington Post en a fait une très bonne démonstration avec l'investissement gigantesque qui a été fait dans le journalisme et qui leur a permis de reprendre des parts de marché de façon substantielle. Pour en revenir à la question sur 2030, l'information, etc., je pense que malgré tout, même si je ne veux pas non plus donner une image trop noire, il y aura dans chaque pays des grandes marques de médias qui vont survivre et vivre confortablement. On les connaît déjà, ce sera en France Le Monde, Le Figaro, Les Échos, etc. Ce sera aux États-Unis le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, etc. Donc, on aura partout sur chaque territoire, sur chaque marché, des grandes marques de médias qui, précisément, proposeront cette vision unique, cette vision différenciante et qui auront les moyens, parce que c'est un autre problème, qui auront les moyens de faire un journalisme de qualité. Parce que le problème du journalisme, c'est un sport de riche quand même. Ça coûte très cher de faire de la bonne information. Donc, tous les écosystèmes que j'évoquais tout à l'heure, avec notamment les histoires de joyeuse fragmentation des newsletters, etc., je doute qu'il y ait beaucoup de journalistes qui vont se lancer à produire des newsletters qui seront sans doute pas mal, mais qui aient les moyens de dépenser 10 000, 20 000, 30 000 euros par an pour aller faire du journalisme, peut-être payer des researchers, etc., etc. Merci Frédéric, c'est passionnant et je suis impatient de te retrouver le 20 avril prochain. Très bien, merci bien. À bientôt.